Deux mots simplement sur le modus operandi. Je vais essayer de vous parler comme ça, face à face, les yeux dans les yeux, comme un homme seul face à une armée, mais une armée bienveillante, une armée du salut. Mais si en revanche, pour des questions de retour d'équilibre ou de cadence, hein, il me faut saisir la rampe textuelle, à ce moment-là, vous me verrez baisser le regard, hein, parce que je consulterai mes notes. Donc ne prenez pas ombrage, hein, c'est uniquement si besoin est. Bien, je commence. Dernière petite remarque préliminaire. Merci à vous toutes et tous d'être là. Et merci bien sûr aussi aux organisatrices et aux organisateurs d'avoir fait en sorte que moi aussi, je sois là très précisément. Ah, je parle un peu plus fort peut-être d'accord. Alors, je commence. Banal, étymologiquement, désigne le fait d'appartenir à un même ban, B-A-N, c'est-à-dire à une même circonscription seigneuriale. D'où est issu ultérieurement le sens commun de banal, à savoir ce qui est ordinaire, ce qui nous est commun, ce que nous avons en commun. Hein. On est tous en quelque sorte immergés dans le même grand bain, mais ici il faudrait dire le même grand banc de l'existence, et c'est dans cette grande nasse de l'ordinaire que nous nous débattons comme de pauvres diables ou comme des anges de la télé-réalité, par exemple. Alors, par conséquent, pour ne pas d'entrée de jeu creuser entre vous et moi un écart infranchissable, hein, une distance que, au vu de la conférence de Barbara Stigler, je qualifierais de lippmannienne, il m'a paru opportun de commencer par formuler 2 ou 3, ou peut-être même une seule, banalité, hein, pour m'assurer qu'on ait précisément ce sol commun, de formuler 2 ou 3 banalités sur l'intitulé de ce banquet, transformé, transfiguré. Il ne vous aura sans doute pas échappé que les conférencières et les conférenciers qui m'ont précédé, statistiquement, et je crois même en réalité systématiquement, ont placé leur exposé sous le signe de la transformation, au mépris, hein, du second terme qui était proposé à notre réflexion, qu'est la transfiguration. Et bon, jusqu'ici, vous voyez, c'est juste un constat. Là où ça devient problématique, c'est que je m'apprête à répéter ce geste, hein, et donc à aggraver le déséquilibre. Hein. Et par conséquent, je me suis dit que la moindre des choses était au moins de tenter une explication, hein, d'essayer de rendre raison de pourquoi ce terme-là, depuis plusieurs jours, tendait sa perche en vain, hein, et dont personne, manifestement, ne souhaite se saisir. Donc je vais commencer par ça, par essayer de rendre raison de cette espèce d'exclusion de la transfiguration. Pour ce faire, je vais mobiliser un souvenir de lecture qui est un souvenir doublement spectral. Il est doublement spectral parce qu'il est spectral en un premier sens, tout simplement parce que c'est un souvenir, hein, et que la manière dont on comprend spontanément le souvenir, c'est quand même quelque chose comme la visitation, hein, d'un temps ou d'un moment ou d'une séquence révolue, mais il est spectral en un autre sens, parce que c'est un souvenir de lecture qui porte sur un livre où il est question de couleurs. Alors pas du spectre des couleurs, mais du spectre ou du halo sémantique qui entoure l'emplacement que ce mot occupe dans les langues que nous parlons. Donc le mot couleur, évidemment, comme chaque mot, occupe un certain emplacement dans la langue, et si vous voulez, cet emplacement, hein, il est entouré d'une espèce de halo connotatif. Et donc c'est dans un ouvrage de Michel Pastoureau, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est un historien passionnant et un peu à part, puisque, si vous voulez, il a défriché, travaillé dans des champs qui, a priori, étaient un petit peu
très latéraux, périphériques pour un historien. C'est essentiellement un historien des animaux et un historien des couleurs. Donc si vous voyez dans la librairie ici un livre qui s'appelle L'ours, par exemple, c'est soit vous n'avez pas de chance, c'est le scénario du film de Jean-Jacques Hano, soit vous êtes chanceux et c'est un livre de Michel Pastoureau. Et donc, dans l'un des nombreux livres qu'il a consacrés aux couleurs, Michel Pastoureau faisait remarquer qu'en fait, dans les langues européennes notamment, on observe une sorte de variation au niveau, je dirais, du crédit dont la couleur jouit dans la langue. C'est-à-dire, au fond, quel type de crédit est accordé à la couleur. Et il montre qu'en fait, on a deux appréciations très très différentes et que cette différence dans les appréciations de la couleur, c'est-à-dire du crédit qu'il convient d'accorder à la couleur, cette différence dans les appréciations, elle prend racine précisément dans les racines différentes des mots qui désignent la couleur, c'est-à-dire dans les racines étymologiques. Alors, je prends un exemple. En français, le mot couleur, comme en anglais le mot color, ou en néerlandais le mot kleur, vous entendez, c'est la même racine. Ça vient du latin celare, qui veut dire cacher ou dissimuler. C'est-à-dire que la couleur, si vous voulez, dans ces langues-là, elle a été originellement pensée, ou en tout cas accueillie dans l'espace de la langue, d'accord, comme une espèce de revêtement ou de housse, vous voyez, qui n'a aucun rapport intrinsèque avec la chose. D'accord ? Donc la couleur, on pourrait dire qu'elle revêt les choses réelles, qu'elle les farde, et qu'à bien des égards, elle est donc mystifiante ou dissimulatrice. D'accord ? Donc ici, on a le premier pôle, qui est un pôle de méfiance à l'endroit de la couleur. Et puis vous avez d'autres langues, par exemple l'allemand. Il a été question hier, me semble-t-il, dans l'exposé de Catherine Cocchio, de la Farbenlehre de Goethe, donc le fameux traité des couleurs de Goethe. Et Farbe proviendrait du haut-allemand Farva, qui voudrait dire l'éclat ou la beauté. Et vous voyez qu'ici, on a une toute autre approche, d'accord, plutôt une compréhension de la couleur qui vaut en même temps célébration de la couleur, puisqu'on reconnaît dans la couleur quelque chose comme une expression particulièrement intense de ce que la chose est. Vous voyez ? La capacité pour cette chose de se manifester dans un état de splendeur, de nudité radieuse. Et c'est à partir, si vous voulez, de cette différence entre les deux manières de penser la couleur, soit comme revêtante, si je puis dire, donc un revêtement, vous voyez, qui dissimule, soit au contraire comme révélante, que j'ai essayé de penser la différence entre transformation et transfiguration. La différence, en l'occurrence, elle tombe sous le sens, c'est que la transformation désigne un simple processus moyennant lequel une chose, d'accord, passe d'un état à un moment premier où elle perd une forme, où elle abandonne une forme, d'accord, et s'achemine vers un état ultérieur, un moment ultérieur, où elle va à nouveau prendre forme. Donc, la transformation, si vous voulez, isole et mesure cet intervalle de temps entre la forme qui a été perdue, qui est la forme ancienne ou abandonnée, et la forme nouvelle qui est sur le point d'être adoptée ou tout simplement prise. Mais le mot de transformation ne dit rien. Il est, si vous voulez, dans une espèce de neutralité axiologique, c'est-à-dire que ce mot de transformation ne dit rien, si vous voulez, quant à la valeur d'une telle transformation. C'est-à-dire, est-ce que le moment second est meilleur que le moment antérieur ? Est-ce que c'est une bonne chose de passer de la forme 1 à la forme 2 ? Ça, la transformation n'en dit absolument rien. Elle est, si vous voulez, muette, d'accord, sur la question de la valeur d'un tel changement. Et il n'en va évidemment pas du tout de même de la transfiguration, puisque transfiguration, ce n'est pas simplement
la transformation, donc un changement de forme, hein, mais c'est l'idée que la chose est transformée et va revêtir une espèce d'éclat ou de splendeur. D'accord ? Donc, c'est la venue de la chose ou la montée de la chose à un état resplendissant. Bien. Et donc, il faut bien se rendre à l'évidence, et c'est une chose curieuse, puisque c'est un banquet d'été, qu'il fait plein soleil, que la conférence a lieu à 18h, qui est quand même un peu la tranche prime time de l'événement. Et en dépit de tout ça, c'est comme si les conférenciers, moi y compris, s'étaient donné le mot pour que la conférence de 18h, ça soit un petit peu marche à l'ombre. Vous voyez ? Comme si on choisit entre mat et satiné, hein, on choisit systématiquement le mat. Vous voyez ? Comme si on ne voulait pas de ce caractère éclatant de la transfiguration. On n'en veut pas. On marche à l'ombre et on roule pour l'ombre. Vous voyez ? Et je me suis dit, c'est quand même étrange, quoi. Hein, pourquoi cette aversion, hein, devant la transfiguration et l'éclat qu'elle promet ou qu'elle annonce? Et pour répondre à cette question, là, je vais mobiliser une référence qui est alors beaucoup plus lourde et massive que celle de Pastoureau, c'est Hegel. Ah ouais, vous savez qu'on pourrait presque dire que tous les philosophes du XIXe siècle sont un petit peu comme des coquillages, vous voyez, qui sont dispersés sur le bord de mer. Alors, ils ont leur spécificité, leur forme, leur couleur, mais quand vous les approchez de l'oreille, ce que vous entendez, c'est le bruit de l'océan. C'est Hegel, l'océan. Et donc, pourquoi est-ce que je mobilise cette référence massive? Parce que, vous voyez bien que jusqu'à présent, je n'ai fait qu'opposer la couleur mystifiante à la couleur révélante. Et au fond, on a trouvé une sorte de corollaire de cette opposition dans l'autre opposition entre transformation et transfiguration. Mais ce n'est pas très intéressant d'en rester à une opposition. Et vous savez que pour sortir d'une opposition type thèse-antithèse, hein, il n'y a qu'une seule méthode, c'est Hegel. Et effectivement, la philosophie de l'histoire de Hegel, elle nous raconte en quelque sorte, dans un récit grandiose, hein, une épopée absolument grandiose qui enveloppe l'histoire du monde, comment on passe, hein, du régime de la transformation au régime de la transfiguration. Comment l'histoire, vous voyez, pas à pas, hein, laborieusement, difficilement, parvient finalement à conquérir son état de splendeur. Alors, je vais essayer de vous résumer la philosophie de l'histoire hegelienne en 1 minute 30, mais ça devrait aller. En fait, bon, disons les choses simplement, pour Hegel, l'histoire, donc l'histoire des hommes, l'histoire universelle, c'est pas seulement notre histoire, c'est aussi l'histoire d'une chose, hein, à la fois très intimidante, imposante, mais assez intangible et impalpable, et que Hegel appelle l'esprit. Vous pouvez penser l'esprit, au fond, comme ce qu'il nomme la vérité. Et ce qu'il nous dit, c'est que l'histoire des hommes est aussi, en même temps, l'histoire du déploiement et de la manifestation progressive de l'esprit. Alors, comment penser ce progrès? Alors, je vais vous proposer une image qui n'est peut-être pas très orthodoxe, mais imaginez que vous vous réveillez un matin, mais au lendemain d'une cuite particulièrement, vous voyez, lourde, hein. Et par conséquent, il vous faut un certain temps, hein, vous vous levez, vous titubez, vous cognez un petit peu partout, et il vous faut un certain temps, évidemment, pour ce qu'on appellerait reprendre vos esprits. Mais il y a un moment, arrive forcément un moment où vous sentez à nouveau cette espèce de parfaite coïncidence à vous-même, vous vous êtes pleinement retrouvé, vous vous êtes pleinement réinvesti, et donc, à ce moment-là, hein, vous êtes à nouveau alerte, hein, ou comme dirait mon compatriote Jean-Claude Van Damme, aware. Bon. Et au fond, si vous voulez, ce que Hegel nous dit au fond de l'esprit, c'est qu'il est là avec nous. Hein. Il a une très belle formule, Hegel, il dit, mais l'esprit est depuis toujours auprès de nous. C'est vrai,
mais il sort lui aussi d'une espèce de profond sommeil, hein, d'une profondeur vertigineuse, et donc lui aussi il va mettre un certain temps à, c'est curieux de dire ça, mais l'esprit va mettre un temps aussi à retrouver ses esprits. Et donc il va lui aussi tituber, vous voyez, d'une forme à une autre. Mais il ne se contente pas simplement de se heurter à ces différents moments qu'il traverse. Chaque fois, il s'y incarne. Mais si vous voulez, les formes dans lesquelles il s'incarne ne sont jamais pleinement satisfaisantes. Elles sont unilatérales, elles sont obscurcissantes, elles sont mutilantes. Mais enfin, ça le façonne. Vous voyez, cette espèce de trajectoire heurtée, eh ben, peu à peu, l'esprit s'aguerrit au point qu'à la fin de l'histoire, parce que pour Hegel, l'histoire a une fin, pas une fin apocalyptique du tout, une fin au sens où le but a été atteint. On a décroché la Lune, c'est la Lune sur Terre. Et donc Hegel dit, à force de tituber comme ça, voyez, et chaque fois de s'incarner dans des formes qui sont de plus en plus adéquates à ce que l'esprit est en vérité depuis toujours, voyez, prenant de mieux en mieux conscience de lui-même, eh bien, il finit par se reconnaître totalement dans la forme du monde qui s'étale sous ses yeux. Il n'y a plus aucune distance entre l'esprit et la figure du monde. Et là, évidemment, arrive ce qu'on pourrait appeler le moment de la transfiguration. Jusque-là, l'histoire n'était qu'une série ou une succession de transformations, mais la dernière transformation, et c'est cette transformation qui va en quelque sorte caler l'esprit à altitude fixe, d'accord, parce qu'il a atteint en quelque sorte, si vous voulez, sa pleine manifestation, hein, son adéquation plénière avec lui-même, son état de fruition, de maturité absolue. Et il ne me paraît pas impossible que si jusqu'à présent, tous et moi-même, nous nous sommes détournés de l'idée de transfiguration, c'est parce que cette idée que l'histoire aurait atteint son but et que nous n'aurions qu'à nous en réjouir, que cette idée nous est devenue tout simplement insupportable, sans compter qu'elle est devenue quasiment inintelligible. Hein. C'est proprement inconcevable de dire une chose pareille aujourd'hui. Les quelques-uns qui se sont aventurés à défendre l'idée de la fin de l'histoire, il n'y a pas si longtemps, en 1989, par exemple, un philosophe américano-japonais qui s'appelle Francis Fukuyama, eh bien, quelques années plus tard, ont commencé à écrire des livres extrêmement sombres, avec une tonalité beaucoup plus lugubre. Et vous savez bien que ce qui nous retient, hein, en quelque sorte, de chanter les louanges de l'époque, d'accord, et en quelque sorte de célébrer la victoire de cette trajectoire que l'humanité occidentale n'aura cessé de tracer depuis son aube grecque, c'est notamment cette catastrophe qui, elle aussi, comme un fil a circulé d'exposé en exposé, et qui est évidemment la catastrophe écologique. Si véritablement la catastrophe écologique est ce qui emplit l'époque, et c'est vraiment le cas de le dire, puisque cette catastrophe étant climatique, elle se propage effectivement comme un gaz dans l'atmosphère. Elle est partout. Donc si véritablement la catastrophe est ce qui définit notre époque, et c'est une catastrophe pour tous, c'est une catastrophe qui touche à la Terre. Je vais en dire un mot de la Terre tout à l'heure. Vous voyez bien qu'on pourrait dire que la catastrophe, à ce moment-là, dessine ce qu'on pourrait appeler un versant de notre banalité commune. Hein, puisque j'ai défini le banal, au fond, hein, j'ai donné à banal un sens quasiment équivalent à celui qu'on donne généralement à l'idée de global. Hein. La catastrophe dessine un versant, le versant sombre de notre banalité commune. Mais il y a quand même au moins autre chose que nous ayons en commun. Nous n'avons pas qu'une catastrophe à partager, catastrophe récente. Il y a aussi ce dont l'homme s'autocrédite depuis toujours, d'accord, ce qu'il se reconnaît comme propriété distinctive au regard des autres vivants, au moins depuis Aristote, ça fera plaisir à
René que je cite Aristote au moins une fois. Vous savez qu'Aristote définit, une des définitions qu'Aristote propose de l'être humain, de l'homme, c'est un animal ou un vivant qui a le langage. Donc je dirais que s'il fallait représenter ce que j'ai appelé notre banalité, c'est-à-dire notre être en commun, il se définit pour l'instant par deux versants, d'accord, comme une montagne. Il y a le versant âpre de la catastrophe, et puis de l'autre côté, il y a un versant qui est peut-être, on le verra, peut-être plus lumineux, qui est le versant de la parole. Bon, simplement un mot sur cette histoire de terre. Hier, Catherine Cocchio faisait référence à la fois à Husserl et à ce texte dont il faut dire qu'il est absolument sublime, hein, ce texte qui a été traduit par « la terre ne se meut pas hein ». C'est-à-dire que Husserl sait très bien que la terre tourne, mais ce qui veut dire, c'est que la terre, en tant qu'elle est le sol de notre expérience, la terre au fond phénoménologique, celle, vous voyez, que nous éprouvons, pas celle que nous connaissons, celle-là, elle est comme interceptée dans son mouvement et mise à l'arrêt. Et c'est grâce à cette mise à l'arrêt hein, que nous pouvons vivre, parce qu'il y a quelque chose de stable sous nos pieds. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'à ce titre, on pourrait dire que la Terre, c'est une sorte de plateforme qui, jusqu'à la prise de conscience de la catastrophe écologique, avait le statut de ce qu'on pourrait appeler l'inespéré. Pourquoi je dis l'inespéré? Parce qu'il y a quelques jours, souvenez-vous, Gilles et Jacob, hein, Gilles Anus et Jacob Ragaille, ont interprété ici, hein, merveilleusement, quelques extraits des entretiens entre Sartre, Jean-Paul Sartre et Béni Lévy. Et c'est donc quelques extraits tirés de cet ouvrage qui porte le titre « L'espoir maintenant ». Et vous avez bien senti, ou pour ceux qui connaissent le texte, vous le savez, c'est que la question qui est au cœur de ces entretiens, c'est comment refonder l'espoir. Comment refonder l'espoir pour les hommes? Mais il y a bien une question qui, à aucun moment, n'affleure dans ces entretiens. C'est comment fonder l'espoir sur Terre. Parce que la Terre avait alors encore le statut de ce qui est inespéré, au sens où elle était réputée totalement indifférente, voyez, totalement, voyez, indifférente à cette oscillation qui tantôt jette les hommes dans l'espoir et tantôt, au contraire, les abat dans le désespoir. Il n'y avait pas lieu d'espérer pour la Terre, elle était ce qui subsistait indépendamment, d'accord, de nos mouvements d'humeur, d'accord, des hauts et des bas de l'histoire de l'humanité. Et c'est évidemment ça qui est fini, au point qu'on pourrait reformuler le fameux aphorisme de Wittgenstein qui disait « ce dont on ne peut parler, il faut le taire hein ». On pourrait presque dire hein, « ce dont on ne peut pas parler hein, c'est plus exactement ce dont on ne doit pas parler ». À cette époque-là, à l'époque de Sartre et Béni Lévy, le sous-entendu, c'était ce dont il n'y a pas lieu de parler, ce dont on ne doit pas parler, la terre. Oui. Et voyez aussi comment ça renverse complètement la thèse sur Feuerbach dont il a été question hier aussi, thèse qui énonçait l'homme jusqu'ici n'a fait que interpréter, enfin les philosophes jusqu'à présent n'ont fait que interpréter le monde, hein, et maintenant il va falloir le changer. Et vous voyez bien que ce que l'Anthropocène nous demande de penser, c'est exactement l'inverse, c'est que, hélas, l'homme jusqu'à présent n'a fait que transformer le monde. Alors, faut-il en déduire que le temps est venu d'interpréter? Eh bien, je dirais que, au vu de la volubilité compulsive que ça déclenche chez certains philosophes de l'environnement, il faut croire qu'il y en a qui tirent cette conclusion, hein, que la catastrophe, c'est le moment ou jamais pour parler sans arrêt. Hein. Ne pas gâcher son plaisir. Et parmi ceux-là, qui me semblent très pusillanimes, mais pire que pusillanimes, pernicieux et venimeux,
il y a notamment certaines des références qui ont été citées par Catherine Cocchio et sur lesquelles je reviendrai en fin d'exposé. Donc, j'en reprendrai juste 2-3. Alors, la différence, c'est qu'elle en a dit du bien, et puis moi, je vais en dire du mal. Enfin, pas forcément du mal, si vous voulez, mais je vais me montrer beaucoup plus circonspect, voire, comme la crevette de Francis Ponge, me faire un monstre de circonspection. C'est comme ça qu'il décrivait la crevette Ponge, c'est un monstre de circonspection. Maintenant, après cette introduction, donc les banalités de base, j'en viens en fait à mon sujet, c'est-à-dire celui qui est annoncé dans le programme, hein, puisque ce qui est annoncé, c'est une méditation sur les métamorphoses. Bon. Les Métamorphoses, c'est un poème d'Ovide qui a été écrit au tout début de l'ère chrétienne, hein, en l'an 1 ou 2. Et c'est un poème, vous voyez, très impressionnant, ne fût-ce que par le volume. Je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent. Hein, c'est une sorte de... c'est un poème à la fois admirable, et puis c'est une véritable encyclopédie aussi de la mythologie de l'Antiquité, puisque Ovide a en quelque sorte compulsé, et aussi ajouté de son propre cru, hein, toutes sortes d'histoires de métamorphoses. Bien. Et comme j'aime beaucoup ce poème, j'ai acheté la traduction récente, toute récente, qui est parue, je crois, il y a 1 an ou quelques mois, donc aux éditions de l'Ogre. Donc c'est une traduction remarquable d'ailleurs de Marie Cosnet. Mais avant le texte, il y a une préface. Préface d'un helléniste de renom, Pierre Judet de Lacombe, et à rebours de sa fonction déclarée d'une préface, hein, qui est d'ouvrir un accès au texte, hein, d'annoncer la suite, ben moi, cette préface, vous voyez, je me suis pris, si vous voulez, en quelque sorte, je me suis arrêté à la préface comme si je m'étais pris les pieds dans la moquette, quoi. Hein, c'est une préface qui m'a fait trébucher. Et donc, j'aimerais simplement devant vous commenter et réfuter 2 énoncés qui figurent dans cette préface. Je lis, hein, et puis j'explique. La préface s'ouvre par la proposition suivante. Donc, écrit Pierre Judet de Lacombe, donc, tout change. Les dieux, les bêtes, même les pierres, les plantes. Et quelques lignes plus loin, il écrit « Une chose ne change pas, une seule, le langage. » Alors, quand j'ai lu ça, j'ai immédiatement conçu une première interprétation possible. Et donc, pour la comprendre, je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Imaginez que vous soyez au théâtre. Pour les plus réfractaires, imaginez que passe en fond sonore un enregistrement poignant de la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Le rideau se lève, acte 1, scène 1. On voit le langage, une dame qui n'a plus 20 ans depuis longtemps, qui se regarde dans le miroir, sa peau ridée, fripée, tavelée, couverte de taches, et elle dit « J'ai vieilli ». Et à ce moment-là s'approche le philologue, hein, le préfacier, et lui dit, en lui prenant la main, en lui prenant la tête dans les mains, il la regarde et lui dit « Tu n'as pas changé ». Voilà comment j'ai interprété au départ la proposition « Une seule chose ne change pas, le langage ». Alors, qu'est-ce qui vient appuyer cette reconstitution? Eh bien, c'est tout simplement le fait que philologue, ça veut dire amoureux du langage. Donc j'ai imaginé une sorte de scène d'amour. Je me suis dit,
il n'est pas impossible, après tout, soit par inadvertance, soit par cet effet d'entraînement que connaissent bien les cyclistes, sa qualité de préfacier l'ayant placé dans la roue du poète, qui est un poète licencieux, Ovide, il n'est pas impossible que Pierre Judet de Lacombe ait laissé échapper une confidence qui, au départ, n'était destinée qu'au langage seul. Bon. Alors, vous me direz quand même que la caution de l'étymologie est une caution un peu mince. C'est vrai, mais elle redouble d'épaisseur dans l'explication que le même préfacier donne à la fois de la fatalité et de la factualité des métamorphoses qui se succèdent dans le poème, que le poème enregistre, et peut-être même, faut-il dire, encaisse, au vu de la cadence à laquelle ces métamorphoses se suivent. Et voilà ce qu'il écrit. Non, je vais le lire là quand même, parce que j'avais... Alors, voilà ce qu'il écrit. Il faut que je retrouve le passage. Voilà. Donc, à propos de la métamorphose de Lycan, qui est vraiment la toute première métamorphose du poème. Donc, Lycan, ça s'écrit L-Y-C-A-O-N. Vous voyez, donc, à propos de la métamorphose de Lycan, Judet de Lacombe, qui a pris soin de rappeler au préalable que loup en grec se dit lukos, écrit ceci. Lycan devient loup. Puis cite Ovide, ses habits s'effacent en poils, ses bras en jambes. Lycan, le grec, dit-il, était déjà ce qu'il est devenu. La métamorphose le fige dans sa nature première. Que disait un mot? Son nom. Donc, pour Judet de Lacombe, le nom propre, serait en vérité le nom de la loi. D'accord ? Le nom dirait en réalité la loi. Et à laquelle le corps, qui aurait commencé par s'en détourner, d'accord, finirait par se soumettre. Donc, le corps existe hors la loi parce qu'il existe en quelque sorte à l'écart de ce que son nom lui prescrit d'être. Comme si le nom dictait la nature de la chose. Et vous voyez bien, ça me paraît, moi, très, très frappant, c'est que l'helléniste, qui est Pierre Judet de Lacombe, a ici tout simplement plaqué sur le poème latin les ressorts de la tragédie grecque. Parce que, vous savez comment ça fonctionne, une tragédie grecque, c'est un petit peu tout le temps la même structure. Le héros commet un crime d'impudence, je veux dire, il sort de son rang, il sort du lot, d'accord, et donc les dieux lui coupent la tête. Tout ce qui dépasse, il coupe. Donc vous voyez bien, c'est exactement la même chose. Tous les corps sont coupables de vivre en dehors de la sphère d'existence que leur enjoint ou leur prescrit leur nom, et pour cela, pour ce crime d'impudence, ils vont devoir payer. Bon. Alors, au choix, vous appellerez ça le retour de bâton, ou parce qu'il se trouve que Pierre Judet de Lacombe est aussi un éminent, un fin connaisseur de l'œuvre homérique, vous pourrez appeler ça répondre du tac au tac. Bon, alors, si, puisque c'est la loi du retour, c'est le retour de bâton. Bon, alors évidemment que si par langage, on entend désigner le mince faisceau que forment ces propriétés invariantes, à l'évidence, le langage ne peut accuser effectivement aucun changement. Mais il faut bien dire qu'à cette aune, il en va de même des dieux, des hommes, des bêtes, des pierres et des plantes. Et tant qu'on y est, de ce passe-temps typiquement français,
qu'est un morceau de cire. Donc, un morceau de cire. Ah, alors là, je peux pas. Alors, soit vous avez votre Descartes en mémoire vive, sinon j'ai pas le temps d'expliquer. Donc, je suis désolé. Je pensais qu'en France, bon, hein, il y avait eu un bouquin là, Descartes, c'est la France. Donc moi, j'ai pris au premier degré. Bon, si vous n'avez pas compris, ça n'a aucune espèce d'importance, hein, cette histoire de morceau de cire. Alors, ce que je vais essayer de plaider, moi, très rapidement, très rapidement, c'est qu'en fait, c'est tout le contraire. Non seulement dans ce poème d'Ovide, le langage change, mais je pense qu'à certains égards, le poème d'Ovide est précisément un poème qui propose une articulation poignante et originale entre catastrophe et langage, c'est-à-dire entre les deux versants de notre banalité. Et il raconte la catastrophe du langage. Alors, très rapidement, première chose, l'accélération fatale. Calvino, Italo Calvino, a écrit un texte dans lequel il dit « Les Métamorphoses d'Ovide, c'est le poème de la vitesse ». Il a raison. Sauf que Calvino, il voit ça presque comme une sorte d'accélération carnavalesque, vous voyez, une sorte de manège qui prend de la vitesse, parce qu'il a l'impression que ce que raconte Ovide, c'est la fluidification des formes. Vous voyez, comme si la vitesse était un effet de la dématérialisation des corps. Et que par conséquent, les formes, vous voyez, elles peuvent aller de plus en plus vite, puisque le corps ne leur fait pas obstacle. Vous voyez, il n'y a plus de champ, il y a plus de boson de Higgs, si vous voulez, il y a plus rien qui pèse sur les corps. Et donc, les métamorphoses peuvent aller de plus en plus vite. Comme si, au fond, et de ce point de vue-là, Calvino serait en accord avec Judet de Lacombe, comme si, au fond, sous prétexte que le langage, parfois, quand on parle, sort de la bouche, il pouvait, y compris dans son fonctionnement, hein, son régime de fonctionnement à l'intérieur du poème, être comparé à une sorte d'immense chewing-gum, d'accord, avec lequel on peut, à loisir, faire des bulles de toutes les formes et de toutes les couleurs. Vous voyez, comme si le langage, au fond, était cette espèce de substance pâteuse, d'accord, dans laquelle grâce à laquelle on pouvait produire comme ça toutes sortes de formes, d'accord, et ça peut aller évidemment très très vite, il suffit de souffler. Or, quand on lit les Métamorphoses, et il faut que vous le fassiez si vous ne l'avez pas fait, ce qui est absolument saisissant, c'est que ce n'est pas du tout un bal masqué ou un carnaval, hein, ou une espèce de succession de cabines d'essayage où les gens disent « Regarde, maintenant je suis un taureau, maintenant... » Ça n'a rien à voir avec ça. La plupart des métamorphoses, il faut bien le voir, d'abord, se concluent tout simplement par la mort du métamorphosé. Prenez l'exemple de Phaéton, et qui consonne avec notre problématique du réchauffement climatique. Phaéton, c'est le fils du soleil, et donc il demande à son père une faveur, il veut conduire le char du soleil. Alors, comme le père a donné sa parole, il lui dit « D'accord, vas-y, mais fais quand même très attention, c'est chaud. » Et Phaéton, c'est comme un adolescent qui n'a pas le permis, mais on lui file une Maserati, donc il ne résiste pas à la tentation. Et évidemment, il conduit le char du soleil et il meurt consumé. Il est brûlé, il est mort. Prenez Actéon. Actéon a surpris Diane dans son bain. Jusque-là, tout va bien. Il est immédiatement objet d'une malédiction. Il est changé en cerf, d'accord? Et puis, il accélère. Vous avez toujours cette accélération chez Ovide, vous voyez? Il y a une sorte d'accélération qui est suivie d'une surchauffe. Hein. Les corps fuient leurs prédateurs, fuient la mort, jusqu'à en perdre haleine, à perdre le souffle, et par conséquent, toujours aussi, à perdre la faculté du langage. Donc, à mesure qu'Actéon court, il devient un cerf, et se fait déchiqueter par ses propres chiens. C'est ça les métamorphoses. Et je consultais récemment un site destiné à des élèves du secondaire, je crois, d'un collège, et c'était pas mal parce que les 246 métamorphoses d'Ovide étaient résumées comme ça par une ou deux phrases.
Et c'est là, vous voyez, quand on ne passe pas par le poème, vous voyez, quand on prélève dans le poème, on extrait en quelque sorte, si vous voulez, le pur procès-verbal, vous voyez, la pure factualité. Et on voit que c'est quasiment un décès après l'autre. Et ça m'a presque fait penser à ces pages que vous trouvez à la fin des 120 journées de Sodome de Sade. Déjà, le livre, c'est un petit peu éprouvant, mais la fin, c'est... Oui, on suffoque, parce que Sade, comme ça, procède à une sorte d'inventaire de tous ceux tous les jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes qui sont passés, qui ont subi les sévices de ceux qui s'adonnent, évidemment, à des supplices, hein, dans le château où se déroule le livre. Et alors, il décrit simplement, très sommairement, vous voyez, dans une espèce de langue clinique, un tel, une telle, on lui a fait ça, on lui a fait ci, il meurt, elle meurt, il meurt, elle meurt. Et c'est ça, les Métamorphoses. C'est un livre terriblement lugubre. Ça pourrait s'appeler, comme un roman inachevé de Jack London, Le bureau des assassinats. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que la métamorphose est toujours la métamorphose d'un être parlant, un humain, une nymphe, en un être qui a perdu la capacité linguistique. Et par conséquent, le poème, si vous voulez, il est construit comme une sorte de plan incliné, et ces corps qui fuient, vous voyez, c'est une accélération panique, c'est pas du tout c'est pas Walt Disney, c'est la panique. Ils courent, vous voyez, et la faculté de langage qu'ils ont en eux, comme une sorte de sueur par leur pores, s'évapore. Ils ne peuvent plus parler. Soit ils meurent, soit ils sont transformés en animaux, en plantes, d'accord ? Et donc, vous voyez bien que ce que le poème raconte, d'accord, c'est la raréfaction de l'ère du langage. Vous voyez, l'ère de battage du langage, vous voyez, la superficie, la portée du langage, d'accord, son rayonnement, sa dispersion. Ce que raconte le poème, c'est qu'en fait, eh bien, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de sujets capables d'émettre du langage, d'accord, ou de comprendre le langage qui est émis à leur intention. Mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que, si vous voulez, le poème raconte deux choses. Il raconte effectivement l'amenuisement progressif, l'érosion, la débâcle du langage, mais en même temps, il y a autre chose qui monte. Vous voyez ? Pendant que le langage sous nos yeux, comme ça, disparaît, quelque chose s'impose. Et cette chose qui s'impose, c'est évidemment la nature. Pourquoi la nature ? Parce que la métamorphose, c'est toujours aussi le passage d'un nom propre à un nom commun, c'est-à-dire le récit de la naissance d'une espèce naturelle. Narcisse est un nom propre, c'est un jeune homme, mais à l'issue de la métamorphose, ça n'est plus un individu, c'est une fleur. Voyez ? Et donc, on pourrait penser le poème d'Ovide comme, au fond, le négatif de notre désastre, de notre catastrophe écologique. Nous avons des intellectuels qui parlent et qui ne sont pas prêts de s'arrêter, mais la nature, elle, vous voyez, se meurt. Hein, la fonte des glaces, vous voyez. Donc on a une nature, on a une débâcle de la nature, nous, d'accord, et une sorte d'explosion du langage qui commente la débâcle en question. Et vous me direz, mais Ovide, au fond, il semble dire exactement la même chose. Il montre une sorte de montée en puissance de la nature, mais qui s'accompagne ou qui se fait au prix du langage. Et par conséquent, vous pourriez me dire, mais quel rapport ? Puisque c'est le négatif. Eh bien, le rapport, pour moi, je vais vous le dire. Contrairement à ce que prétend Judet de Lacombe, ça n'est jamais le nom propre, qui est l'opérateur de la métamorphose. Ce n'est pas parce que Lycan s'appelle Lycan qu'il devient loup. Ce n'est pas parce que Narcisse s'appelle Narcisse qu'il devient fleur. Pas plus que Platon n'était balèze, costaud, parce qu'on lui avait donné le surnom de Platon. Hein, Platon, vous le savez peut-être, ce n'est pas le nom de Platon, c'est un sobriquet. Son nom, c'est Aristoclès,
mais comme il était costaud, hein, il avait de larges épaules, on l'a appelé Platon. En grec, ça veut dire qu'il a de la carrure, balèze. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a appelé Platon balèze qu'il était balèze. C'est parce qu'il était balèze qu'on l'a appelé balèze, Platon. Bon. Donc, ce n'est pas le nom qui est l'opérateur de la métamorphose. Ce n'est pas le nom qui est fiché comme un dard, d'accord, et qui, vous voyez, initie, hein, amorce le processus de la métamorphose. C'est toujours une parole qui vient d'ailleurs, et c'est une parole de malédiction. Si Narcisse meurt par dessiccation au bord de l'eau, c'est évidemment parce qu'il est rongé par un chagrin intérieur. Mais ce chagrin intérieur, d'où est-ce qu'il vient? De la malédiction qui a été prononcée contre Narcisse. Et ce que raconte le poème d'Ovide, c'est la puissance dévastatrice de la parole malveillante, de la parole mauvaise, de la parole de malédiction. Alors vous me direz, mais est-ce qu'il faut se soucier de cette catastrophe-là aussi, en plus de celle qu'on a déjà, en quelque sorte, sur les bras? Eh bien oui. Et ben, je vais faire vite, hein, je vais faire vite. Je vais vous lire juste un petit passage de David Abraham. Je ne sais pas, certains d'entre vous doivent se souvenir que Catherine Cocchio a cité ce monsieur hier, David Abraham, qui a écrit un livre, Comment la Terre s'est tue, et qui est une espèce de... Bon, si vous voulez, la thèse centrale, c'est l'idée au fond que, au départ, les Occidentaux étaient des animistes comme les autres, mais l'énergie, vous voyez, animiste, d'accord, hein, qui les animait, hein, eh bien, cette énergie aurait été en quelque sorte reportée, hein, sur le langage. Donc, la thèse de David Abraham, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé de travers avec les Occidentaux, c'est qu'au départ, ils vivaient dans une sorte d'intimité charnelle avec la nature, comme tous les autres peuples de la Terre, et puis avec l'invention de l'écriture alphabétique, si vous voulez, cette espèce d'intimité, d'accord, cette fusion charnelle avec le dehors, eh bien, il a été comme capté au profit exclusif de la langue. Ce qui fait que pour nous, ce qui est vivant, ce n'est pas, dit-il, la nature, c'est les caractères sur la page. Ça, on a l'impression que ça vit, hein, que ça bouge. C'est pour ça qu'on fait des banquets du livre. Bon. Évidemment, comme je parle mal de... Alors, donc, et écoutez ce qu'il dit à la fin de son livre. C'est assez stupéfiant. Il consacre une note de bas de page, donc à la fin de l'ouvrage, au fond, à son projet, hein, au but qu'il poursuit. Et il écrit ceci. Ce travail, à la différence de la tendance qui domine depuis longtemps les sciences sociales occidentales, n'a pas cherché à proposer d'explications rationnelles aux croyances et aux pratiques animistes. Au contraire, il a proposé une compréhension animiste, participative de la rationalité. Il a suggéré que la raison civilisée, donc la raison alphabétisée, ne se maintient que par un rapport profondément animiste avec nos propres signes. Raconter l'histoire de cette façon, proposer une compréhension animiste de la raison plutôt que l'inverse, implique que l'animisme soit la catégorie la plus générale, la plus inclusive, et que les modes oraux, mimétiques d'expérience fondent et nourrissent toujours l'ensemble de nos modes lettrés et technologiques de réflexion. Maintenant, écoutez bien la conclusion qui est le moment de l'injonction. Lorsque l'enracinement de la réflexion dans de tels modes corporels, participatifs d'expérience, est entièrement méconnu ou inconscient, la raison réflexive devient dysfonctionnelle et détruit, sans même en avoir l'intention, le monde corporel, sensuel qui la nourrit. Donc, il nous appelle, si vous voulez, à prendre conscience de notre animisme foncier, d'accord, et de le réinvestir pleinement, de se réconcilier avec lui. Mais il dit, attention, non seulement il nous suggère de le faire, il dit, vous avez intérêt à le faire, parce que sinon on court à la destruction. Et là, on se trouve dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Parce que le mode sous lequel l'injonction est adressée, d'accord, s'exprime dans la langue de la raison instrumentale. Attention, sois animiste, sinon tu vas voir ce que tu vas voir. Donc, c'est sur le mode d'une raison calculatrice qu'il nous demande en quelque sorte de nous déprendre, d'accord, de l'emprise que cette même raison calculatrice a exercée sur l'Occident.
voyez, et donc, par conséquent, on ne sait littéralement plus où donner de la tête. J'aimerais conclure rapidement, que ce soit David Abraham, et souvent avec les meilleures intentions du monde, mais que ce soit David Abraham, que ce soit Philippe d'Escola, qui est un savant extraordinaire et un homme supérieurement intelligent, mais je vous engage à lire les critiques qu'un jeune chercheur, Martin Fortier, a pu écrire, hein, donc des critiques du système de Descola, et vous verrez que ça sent un peu la descolastique, toute cette affaire. Bon, et que ce soit Descola, que ce soit David Abraham, que ce soit Bruno Latour, ce qui est, me semble-t-il, terriblement non seulement gênant, mais nocif, songez à la parole de la malédiction qui finit par tuer, c'est qu'en fait, il propose des généalogies de la modernité occidentale, des généalogies qui sont à charge, qui sont dépréciatives, et qui, au lieu de fonder l'espoir et d'accroître notre puissance d'agir, au contraire, nous réduisent au silence. Et on a tellement l'impression en les lisant que jusque dans les fibres de notre corps, et a fortiori l'armature de notre esprit, l'architecture conceptuelle, nos manières de penser, on a tellement l'impression qu'on est contaminé jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, par cette modernité dans laquelle on baigne depuis toujours, qu'on se sent non seulement impuissant, mais de toutes les façons, tellement coupable. Or, je pense que la caractérisation de l'Occident qu'on trouve, par exemple, chez Descola, sous le nom de naturalisme, est littéralement une farce. Ce qu'il appelle naturalisme, c'est ce que Whitehead, avant lui, avait appelé bifurcation de la nature, et en deux mots, c'est le fait de séparer, de manière totalement étanche, d'accord, de diviser en quelque sorte, si vous voulez, le monde de l'expérience en deux, des choses qui existeraient objectivement d'un côté, dont s'occuperaient les sciences naturelles, la physique par exemple, et puis de l'intériorité ou de l'esprit de l'autre, d'accord, tout ce qui vient de la subjectivité. Mais enfin, ça fait longtemps que la science ne pense plus les choses comme ça. On ne peut pas, si vous voulez, faire un arrêt sur image sur quelques décennies du XVIIe siècle, je ne sais pas moi, sur Galilée, sur Descartes ou Bacon, et dire « Eh bien, le voilà l'Occident, c'est une vignette ». Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais je pense que je n'ai pas le temps de vous le dire. Je vais juste vous proposer, en fait, je vais vous lire, en fait, simplement deux petits passages. Et écoutez-les simplement. Donc, ce sont deux auteurs. Le premier, c'est Novalis. Novalis, il est vrai, dans son œuvre maîtresse qui s'appelle l'Encyclopédie, ou le brouillon général, c'est la même chose, un fragment où il dit « Éloignement infini du monde des fleurs ». Voilà typiquement le genre de fragment, voyez, qui pourrait être ponctionné à l'appui de la thèse selon laquelle l'Occident, depuis toujours, aurait, si vous voulez, éloigné la nature. Il l'aurait éloigné à perte d'horizon au point qu'aucun contact ne serait plus possible. Mais le même Novalis, dans Henri d'Ofterdingen, fait dire à un de ses personnages, Sylvestre, écoutez bien, « J'ai toujours été sensible, je pense, aux effets de la nature en pleine activité, de cette vivace vêture des terres. Je ne me suis jamais lassé, en particulier, d'observer le plus exactement possible le règne végétal dans sa diversité. Les plantes sont le langage le plus direct du sol. Il y a dans chaque feuille nouvelle, chaque fleur différente, quelque secret qui tend à s'exprimer et qui, faute de pouvoir disposer du mouvement et des mots que veulent l'amour et le désir, devient une plante muette et coite. » Et il pense ici absolument la forme de langage, voyez, qui, d'une certaine manière, comme une nappe souterraine, circule dans la nature, comme une sève, voyez, quelque chose qui pourrait être sur le point de se formuler, mais qui se noue, voyez, un peu comme une bouche, mais une bouche pâteuse, quoi. Donc, voyez, quelque chose devrait pouvoir sortir, puisque la fleur, elle est comme une bouche grande ouverte, une bouche toute éclose, et en même temps, elle le garde sur le bout de la langue.
Mais vous voyez, on pense ici une intimité entre le langage et la nature, simplement on ne le pense pas du tout sur le mode qu'on trouve par exemple chez, dans les sociétés animistes. Mais ce n'est pas pour ça que c'est mauvais. Et le deuxième extrait de texte que je voulais vous lire, et qui est pour moi extrêmement bouleversant, d'autant que, bon, je ne sais pas si vous connaissez le livre, c'est La supplication de Svetlana Alexievitch, qui est une écrivaine et journaliste biélorusse, et qui a eu quand même, il y a quelques années, le prix Nobel de littérature. Et si vous voulez, cet ouvrage, il est composé d'entretiens avec des hommes et des femmes qui ont été directement impactés, qui ont directement subi les retombées de l'incendie du réacteur nucléaire de la centrale de Tchernobyl. Et alors, ce qui est incroyable, c'est ce qui se passe après. Et le petit extrait que je vais vous lire, il est tiré d'un entretien avec un homme qui fait des films pour les enfants, et notamment des films où il s'inspire des Fioretti de Saint François d'Assise, Saint François d'Assise dont on disait qu'il parlait avec les animaux. Et il a l'impression de faire cette expérience-là. Écoutez ce qu'il dit. Une chose extraordinaire m'est arrivée là-bas. Là-bas, donc dans la zone contaminée. Je me suis approché des animaux, des arbres, des oiseaux. Ils me sont plus proches qu'auparavant. La distance entre eux et moi s'est rétrécie. Je suis allé à plusieurs reprises dans la zone pendant toutes ces années. Un sanglier bondit hors d'une maison abandonnée et pillée. Une biche sort d'une habitation. J'ai filmé tout cela. Je veux faire un film et tout voir au travers des yeux d'un animal. Et c'est extraordinaire parce que c'est une catastrophe et en même temps se produit ici quelque chose comme un retour au premier jour. On a l'impression que c'est presque un témoignage des temps antélapsaires, quoi. Vous voyez, avant le péché originel, la première fois que des yeux humains se sont posés sur la nature, sur les animaux. Vous voyez, aucune distance. Je crois savoir que dans la Bible, on dit que les bêtes commencent à fuir les hommes, donc elles commencent quand même à flairer quelque chose, après le déluge. Mais à ma connaissance, avant le déluge, on peut imaginer que tout ça se côtoyait, hommes et bêtes, vous voyez, sans crainte mutuelle. Et c'est comme si, après cette catastrophe, vous voyez, il y avait ce regard, cette découverte de la nature. Et je suis vraiment intimement convaincu que plus on nous dira, vous voyez, à coups de généalogies qui sont de toute façon toujours partielles et par conséquent inopérantes, à coups de généalogie de nous convaincre que depuis le néolithique, ou bien au moins depuis Francis Bacon, ou qu'au moins depuis Descartes, ou depuis Galilée, ou depuis qu'on s'est engagé dans une voie de perdition, plus on essaiera de nous convaincre de ça et de nous dire qu'on sera incapable de faire quoi que ce soit pour, je ne dirais pas sauver la planète, mais au moins essayer de ralentir ou d'atténuer la catastrophe. Tant qu'on essaiera de nous convaincre que nous ne parviendrons à rien, tant que nous n'aurons pas renoncé à toutes nos catégories intellectuelles, tant que nous n'aurons pas banni la notion de nature, en tout cas banni la distinction sommaire, simple, coutumière que nous faisons entre nature et culture, tant qu'il y aura ce chantage exercé sur les manières habituelles dont nous pensons et parlons, eh bien je crois que nous courons vers le pire. Et j'aimerais finir simplement par vous lire, comme ça au moins, j'aurais lu au moins 2 lignes de ma conférence. J'aimerais vous lire comme ça, c'est un truc qui m'est passé par la tête ce matin. Voilà, donc, et je vous lis ça, ça sera la conclusion. Donc j'ai écrit ceci. Prenez garde à la parole qui maudit, car relayée par les hommes et ricochant sur les pierres, au moins là,
écho surgit in extremis. Donc, prenez garde à la parole qui maudit, car relayée par les hommes et ricochant sur les pierres, elle pourrait bien finir par recouvrir la terre. Le double versant de notre banalité, catastrophe langage, le double versant de notre banalité n'en ferait alors plus qu'un seul. Vous voyez, il y aurait recouvrement, superposition entre la catastrophe et le langage. Le poème ferait alors retentir son alarme en vain, et plus aucun œil n'en suivrait les lignes, roulant, s'ouvrant comme une bille. Voilà, je m'arrête ici.